Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou. Comme promis, nous allons vous passer l'enregistrement quasi complet de la conférence du général Chauvency qui a eu lieu dimanche dernier, donc 22 janvier, de 16h à 17h environ, devant une soixantaine de personnes, sur le problème des conséquences de la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour l'international. Ça dure environ une grosse quarantaine de minutes et ça commence par l'intervention du principal organisateur, François-Xavier Béorchia. Et ensuite, donc, vous aurez pendant une bonne quarantaine de minutes l'intervention du général Chauvency. Donc, je vous invite à écouter cet enregistrement extrêmement riche et très intéressant. Merci. Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à cet événement co-organisé par la mairie de Vissou. Je retiens à remercier pour cela Florian Galland qui est parmi vous et toute l'équipe municipale qui a soutenu ce projet. Jean-Luc Touly et toute l'équipe finalement. Voilà un consensus pour une fois. Alors aujourd'hui, nous avons deux intervenants de choix, absolument. Monsieur Chauvency, François Chauvency, vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes également breveté de l'école de guerre, et puis vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous avez un certain nombre d'autres diplômes de Master 2, notamment en relations internationales à l'université de droit de Sceaux. Vous avez servi dans l'armée de terre, au sein des unités blindées, des troupes de marine, et vous avez quitté le service actif en 2014. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises. Tout va bien. Vous êtes notamment expert des questions de doctrine et de l'emploi des forces. Et puis vous avez aussi beaucoup travaillé sur les contre-insurrections et puis l'information au sens général, notamment ce qui consiste à déformer l'information, si j'ai bien compris. Alors vous avez servi sur différents théâtres d'opérations à l'étranger, donc j'ai noté l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, l'Albanie, les Émirats arabes, le Liban et la République de Côte d'Ivoire. Et vous avez notamment participé à la formation d'un certain nombre d'officiers en Afrique de l'Ouest francophones dans cette mission-là. Et puis ensuite, vous êtes chargé de cours au sein de différentes universités. Donc j'ai noté Paris 1 Sorbonne, l'Institut diplomatique de Paris, l'Institut catholique de Paris, l'Institut catholique de l'Ouest. Et puis vous êtes naturellement consultant en stratégie et en géopolitique et intervenant sur différents médias. Et, je cite notamment LCI. Alors, après votre conférence, votre présentation, Anastasia Ageyeva et Jana Kiselova, qui sont les deux fondatrices d'Ukraine Libre, donc qui est l'association basée à Vissou, qui aide la résistance ukrainienne et les réfugiés. Alors j'avais fait une petite présentation pour Anastasia, je n'ai pas ta présentation, Jana, je m'en excuse. Donc Anastasia, vous êtes ukrainienne, née au Kazakhstan, fille d'un officier supérieur de l'armée rouge, qui est Alexandre Ageyev, qui est dans la salle, qui était lieutenant-colonel dans l'armée rouge jusqu'à la chute de l'Empire soviétique. Et donc vous avez été d'une garnison à l'autre, notamment au Tadjikistan, que vous avez fui en 91 à l'écroulement du régime soviétique. Et puis ensuite, vous avez habité pendant 25 ans dans le Donbass jusqu'à l'invasion de 2014, où là, vous êtes allé vous réfugier à Zaporizhia, donc cette fameuse ville dont on entend parler du fait de la fameuse centrale nucléaire, donc chez votre sœur. Et puis en juin 2015, vous êtes arrivé dans notre belle ville de Vissou, où vous habitez depuis. Donc vous avez appris le français à ce moment-là. Donc vous verrez que son français est de très bon niveau. Mais elle a trouvé l'amour naturellement. Mais cela, je ne me serais pas permis de... Alors vous êtes spécialiste en économie internationale de l'Université nationale est-ukrainienne de Lugansk Volodymyr Dal. Vous avez également un master en business administration de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School, et vous êtes entrepreneuse
à Palaiseau, si j'ai bien compris, dans le domaine de l'éclairage, et donc cofondatrice avec Jana de Ukraine Libre, donc qui est l'association co-organisatrice. J'ai presque trop parlé, donc je vous laisse la main, Monsieur Chauvency, et puis juste quelques mots sur le déroulé. Donc on a à peu près 45 minutes de conférence de la part de M. Chauvency. Ensuite, j'aurai quelques questions à poser à ces jeunes femmes. Et puis ensuite, la deuxième partie, donc l'heure qui reste, sera plutôt pour avoir un débat et vous faire intervenir et vous faire poser des questions et essayer de donner notre point de vue. Et tout cela se terminera par un pot de l'amitié, naturellement, qui est une institution chez nous. Donc vous avez le petit bar là-bas qui vous accueillera avec plaisir un petit peu avant 18h. Bon, bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Donc je vais avoir une présentation sur ma vision de la guerre en Ukraine aujourd'hui, avec une seule préoccupation, m'en tenir aux faits, uniquement aux faits. Je suis là pour vous apporter des éléments de réflexion à partir des éléments connus. Donc je suis là pour expliquer les choses, les analyser. Je dirais que je ne suis pas un expert de l'Est. Moi, j'étais plutôt orienté, même si j'ai préparé la guerre contre l'Union soviétique pendant mon temps de lieutenant et de capitaine il y a quelques années, avant la chute du mur de Berlin. Et puis moi, ma spécialité était plutôt l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui. Le fait est qu'être à LCI depuis le mois de février, fin février, à raison d'une quinzaine d'heures, au moins en direct par semaine, fait qu'au bout d'un moment, j'ai acquis quelques connaissances. Pas seulement parce que j'ai découvert des choses, mais aussi parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler sur les plateaux, car on a cette chance-là, avec les médias d'aujourd'hui, de pouvoir quand même, par le système justement des chaînes d'information en continu, d'avoir une information, je dirais, venant de plusieurs sources, ce qui nous permet quand même d'avoir une vision relativement objective de la situation, avec la réserve suivante, c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre dans ce conflit, on ne travaille que sur l'information qu'on a bien voulu nous donner. C'est-à-dire que nous avons forcément une appréciation pas forcément exacte de ce conflit, d'où ma précaution oratoire de m'en tenir qu'aux faits et pas uniquement à toutes les autres rumeurs qui peuvent circuler de part et d'autre. Donc on va aborder en une vingtaine de diapos finalement ce conflit. Alors je vais suivre le plan suivant. D'abord il faut quand même rappeler d'où vient ce conflit. Il ne faut quand même pas l'oublier parce qu'aujourd'hui, on est dans l'instantané, on est dans le quotidien, avec un événement pratiquement qui arrive tous les jours. Mais il faut quand même se rappeler l'origine de cette guerre. Ensuite, se rappeler peut-être aussi que pour nous, parce que la question aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en retire de cette guerre. La guerre est revenue et elle est totale. Elle n'est pas totale peut-être comme au XXe siècle, au début du XXe siècle, où toute l'économie était au service de la guerre, mais elle est totale car elle utilise beaucoup de moyens, que ce soit aussi bien les forces militaires, que l'économie, que l'information, que le cyber, que l'espace. La guerre est totale. Sinon même, bien sûr, la propagande que nous vivons tous les jours. Et troisième point, quelques réflexions sur les conséquences de cette guerre régionale russo-ukrainienne pour nous. Parce que si vous référez peut-être, si vous l'avez entendu au président de la République d'hier, il a quand même fait un effort, au moins politique, d'augmenter le budget de la défense d'une manière considérable. Quand on passe à 413 milliards au lieu en gros de 295 sur 6 ans, ça prouve qu'il y a une inquiétude et que la guerre en Ukraine est la principale cause de cette augmentation des moyens. C'est qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus dangereux malgré la paix qu'on a voulu nous vendre, qui était valable pendant un certain temps, mais qu'on nous a vendu pendant 70 ans, 80 ans en disant qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe. La guerre est revenue en Europe. Il faut en avoir conscience et s'y préparer, surtout pour qu'elle n'arrive pas. Donc les causes politiques et historiques de la guerre russo-ukrainienne, j'aborderai 3 points. La situation géopolitique, qui est bon de se rappeler. Alors je serai très court parce que je vous invite à lire tous les ouvrages sur la question. Alors je dirais qu'il vaut mieux lire les ouvrages d'avant la guerre, ce qui permettra d'avoir une vision peut-être un peu objective, parce que quand même on a un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui qui sont très partisans. Il y a une forme de réécriture de l'histoire et que l'on connaît bien, parce que dans tous les conflits, je dirais, de revendications nationalistes, je dirais, ou d'identité, on s'aperçoit que justement, il y a une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus tellement se fier à ce qui est écrit par des chercheurs. Donc lire avant la guerre permet d'avoir une vision à peu près précise de comment il faut comprendre ce conflit. Rappelons-nous quand même que l'Ukraine, c'est 600 000 km², c'est plus grand que la France, 40 millions d'habitants, avec en gros
deux grandes régions, hein. Une région à l'ouest, et qui porte bien son nom, à l'ouest, et une région à l'est. À l'ouest était, au moins pendant un certain temps, sous l'autorité de l'Empire austro-hongrois, avec des volontés nationalistes, mais aussi parce que ça correspondait à une certaine forme de civilisationnelle, avec toutes les libertés qui ont été développées au fur et à mesure à l'ouest du continent. Et puis à l'est, hein, vous avez l'empire tsariste, puis après soviétique, et puis après russe, je dirais, avec bien sûr des populations qui se sont plus ou moins identifiées. Je ne ferai qu'une seule remarque, mais je pense que ça pourra être complété par la suite. C'est que quand moi j'entends les personnes sur les plateaux, je suis extrêmement surpris de voir que, quelles que soient les personnes sur le plateau, il y a toujours des ascendances mélangées, ukrainiennes, russes, ce qui est quand même me fait dire par certains moments que cette guerre en Ukraine aujourd'hui est plutôt une guerre civile qu'une guerre entre États. Voilà. Alors je sais que c'est contesté comme approche, mais néanmoins, quand vous regardez, vous écoutez les gens, vous ne pouvez pas comprendre qu'avec des ascendants des différentes cultures, je dirais, et encore différentes cultures, c'est peut-être pas le bon terme, différentes, je dirais, nationalités, et depuis des générations, comment on peut en arriver là aujourd'hui. Donc c'est une incompréhension pour moi étant plutôt à l'ouest. La chronologie quand même de l'avant-guerre, je vous rappelle qu'en 1991, alors ça va y avoir 2 slides avec quelques dates, mais je pense que c'est important de les rappeler. Indépendance de l'Ukraine, puis dissolution de l'URSS, ne l'oublions pas, le 26 décembre 1991. Une date importante qui est 1994, que beaucoup d'entre nous ont découvert suite à ce conflit, c'est que les accords de Budapest ont dénucléarisé l'Ukraine. Et quand on voit le débat aujourd'hui sur le nucléaire et ce qui nous effraie aujourd'hui, on voit bien que l'Ukraine, si elle avait été, j'ouvre une parenthèse, peut-être si elle avait gardé ses armes nucléaires aujourd'hui, peut-être qu'elle n'aurait pas été agressée. Or, à l'époque, en 1994, pour justement s'assurer une certaine sécurité, des accords ont été signés pour que l'Ukraine abandonne ses armes nucléaires. Il avait en gros 2500. Mais il y avait des conditions. Et les conditions, c'était une garantie des frontières par la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Remarquons que le Royaume-Uni et les États-Unis, pas plus que la Russie, ont à l'époque respecté ces frontières. En novembre 2013, premier soubresaut, je dirais, de la révolte en quelque sorte en Ukraine, avec une émergence, une volonté d'indépendance, avec Yanukovych qui est élu, mais alors on a dit qu'il avait été sans doute élu grâce à des élections truquées. Bon, ça, je ne prendrai pas position là-dessus. Il refuse surtout un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui aurait été une bascule finalement vers l'ouest plutôt que vers l'est. Ça finit par susciter, comme il rejette cet accord, ça incite à une forme de révolution, la révolution de Maïdan, qui éclate, il fuit en Russie, et puis c'est le début de la crise que nous connaissons aujourd'hui qui s'est transformée en guerre. Mars 2014, vous voyez les dates, novembre 2013, soubresaut politique, mars 2014, annexion de la Crimée par la Russie, et début de la guerre du Donbass. Première sanction économique de l'Union européenne contre la Russie. 2015, accord de Minsk II, qu'il faut plutôt retenir que les accords de Minsk I qui n'ont pas marché, on en a suffisamment parlé depuis plusieurs mois. Minsk II devait conduire à une forme de pacification, je dirais, du conflit, avec la possibilité pour les provinces séparatistes du Donbass d'avoir un statut d'autonomie. Mais pour que ce statut d'autonomie soit effectivement réalisé, il fallait que le Parlement ukrainien le vote et change la Constitution, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été fait, donc Minsk II n'a pas été appliqué. Cet accord surtout, et je reprends encore des États responsables, l'Ukraine, la Russie étaient signataires, ce qui est tout à fait normal, mais là c'est l'Allemagne et la France qui devaient s'assurer que les accords soient respectés. À nouveau, 2 États européens se sont pas assurés que ces accords soient respectés. Et on peut avoir une réflexion sur le rôle finalement de nos gouvernants à certains moments, sur leur sens de responsabilité, puisque quand on signe un accord et qu'on se porte garant d'un accord, on doit s'assurer que cet accord est respecté. Manifestement, le constat d'aujourd'hui, c'est que ce n'a pas été fait. 2019, juste pour rappeler que l'OSCE essaie d'organiser des élections dans les régions séparatistes, l'OSCE qui est aussi partie prenante de ces accords de Minsk.
Ça n'aboutit pas. Donc il y avait une tentative de réguler le conflit séparatiste, sachant qu'entre 2014 et 2022, en gros, vous avez eu quand même en gros 15 000 morts dans cette région-là, ce dont on ne parlait pas beaucoup à Paris ni ailleurs, mais la guerre avait lieu. Il y avait une guerre entre des séparatistes ukrainiens et le pouvoir central ukrainien. Et les séparatistes ukrainiens étaient manifestement soutenus par la Russie, avec tout les savoir-faire du soutien à une insurrection, je dirais d'une certaine manière. 2019, je tiens à le souligner quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui à ma connaissance, il y a quand même des accords qui se sont signés entre Moscou et Kiev pour s'assurer le transit du gaz russe, qui rapporte quand même 2 milliards par an théoriquement à l'Ukraine, et qu'à la date d'aujourd'hui, les gazoducs n'ont pas été abîmés. Je parle de ceux qui passent par l'Ukraine, et qu'a priori, les royalties seraient toujours données. Mais ça, on n'a pas trop d'éléments. C'était le cas il y a 4-5 mois. Mais quand même, vous voyez que, y compris en temps de guerre, et on le voit dans d'autres circonstances, les accords économiques peuvent primer sur une réalité géopolitique. 2020, l'OTAN commence à s'impliquer, on y reviendra. Elle reconnaît l'Ukraine comme partenaire pour améliorer l'interopérabilité et la coopération militaire. Il y a quand même l'OTAN qui se positionne à ce moment-là, sachant que ça était déjà présente. Avril 2021, c'est le début de la préparation à la guerre, avec Moscou qui masse environ 100 000 militaires à la frontière pour s'entraîner. Cette force armée s'est entraînée pendant en gros 10 mois. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, on peut se demander si la qualité de l'entraînement était au rendez-vous. Néanmoins, c'est une armée qui s'est entraînée pendant 10 mois. C'était quand même une menace très claire. Août 2021, le président Zelensky crée une plateforme pour, je dirais, en termes vulgaires, récupérer la Crimée. Donc le problème de la Crimée, qui est un problème à mon avis fondamental dans ce conflit aujourd'hui, peut-être pas hier, il y a déjà une volonté de récupérer cette Crimée qui a été annexée par la Russie. Et cette plateforme s'est réunie encore en août dernier, dans le cadre du conflit, ce qui est tout à fait légitime. Donc il y avait quand même une volonté déjà d'essayer de récupérer, alors c'est pas le bon terme, de retrouver sa souveraineté sur la Crimée, alors qu'elle avait été annexée par référendum par la Russie. Et puis 10 novembre 2021, alors c'est Vladimir Poutine qui accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des exercices militaires en mer Noire. C'est assez vrai. Les Britanniques sont venus titiller les Russes en Crimée. Ça a quand même suscité des coups de canon, parce que les Britanniques sont assez forts pour ça, pour essayer de provoquer les incidents. Mais néanmoins, les armes, déjà bien avant, elles étaient livrées. Bien avant, les instructeurs canadiens, britanniques, américains, depuis 2014, encadraient et réformaient l'armée ukrainienne. Le 7 décembre 2021, le débat sur l'OTAN se caractérise par ce refus de Moscou de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, l'Ukraine l'ayant demandé. Et je vous rappelle que la Russie a toujours été extrêmement vigilante sur ce rapprochement de l'OTAN de ses frontières. Sachant que je rappelle que l'OTAN n'a pas de vocation agressive, elle n'a qu'une vocation défensive. Elle est là pour assurer la défense de ses membres si l'un d'entre eux était attaqué. Donc le cas d'une agression de l'OTAN n'est pas réaliste. Mais ça fait partie du discours russe de tous les jours d'ailleurs. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ouvre une nouvelle parenthèse, je ne les ferme jamais, mais ce n'est pas grave, qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'Ukraine dans le discours russe. On ne parle que de l'OTAN comme étant la menace et de l'Occident. Et puis, le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie se concrétise avec ce que nous en savons aujourd'hui. Voilà, juste pour vous rappeler quelques dates, il y a surtout d'autres qui auraient été aussi importantes. Je ne vais pas revenir au fait que la Crimée avait été acquise par la Russie suite à un traité en 1787. Mais bon, l'histoire, elle est là. Donc, il était bon de rappeler un petit peu ces dates importantes de l'histoire moderne qui expliquent une grande partie du conflit et les difficultés qu'on a à le résoudre aujourd'hui. Un rappel peut-être sur les effectifs militaires concernés par cette guerre. Alors, je vais donner quelques... C'est peut-être c'est lisible. Bon, ce que représente l'OTAN, ce qui n'est pas négligeable. Je me permets quand même de dire ce que représente la France, parce que c'est bien de le savoir aussi. Rappeler aussi ce que représente l'Ukraine en termes de budget de défense et en force armée. Et bien sûr, ce que représente la Russie. À noter quand même que l'Ukraine est
financé par les États-Unis depuis 2014-2015, en gros à 50% de son budget militaire. Donc depuis une huitaine d'années, les États-Unis alimentent le budget de la défense par des aides, le ministère de la Défense ukrainien. Mais quand vous voyez ces effectifs, ils sont quand même assez phénoménaux. D'un autre côté, on peut presque dire que l'OTAN est une grande puissance collective par rapport à la Russie, parce que même si la Russie a un certain nombre, un certain volume et un certain, je dirais, budget, un certain nombre de matériel, on voit bien que face à la Russie, l'OTAN est capable de faire pas mal de choses. Mais au milieu, on voit bien que l'Ukraine, elle est là, avec peut-être souligner ce qui est le plus important, les effectifs. Pourquoi les effectifs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que subissent les Ukrainiens dans le conflit. Les pertes, même si on ne les connaît pas vraiment, sont forcément importantes. On ne peut pas les effacer, même s'il n'y a pas de communication sur le sujet. C'est une capacité de 200 000 hommes d'actifs, quand même si la conscription a été rétablie après avoir été supprimée. Et c'est surtout une grande capacité de mobiliser, de réservistes et de conscrits, donc. Et ce qui est bon pour nous dans notre réflexion, dans le sens de défense de la patrie, qu'il faut être capable de mobiliser sa population pour défendre ses frontières et son territoire. Ce qui est plus tellement le cas dans un certain nombre de pays occidentaux aujourd'hui. Un rappel de l'Ukraine, du conflit. Alors quand vous voyez cette carte, bon, elle n'est pas très visible en termes de couleurs, mais ces petites flèches rouges sont importantes. C'est pour montrer finalement cette offensive qui est partie d'une dizaine de directions différentes de la part des Russes, qui est complètement, je dirais, on peut l'expliquer aujourd'hui, mais elle est complètement, je dirais, peu conforme au principe de la guerre. Quand on fait une guerre, je ne veux pas faire de la stratégie militaire, on concentre ses efforts en vue d'un objectif à atteindre. Quand vous voyez cette carte, vous voyez que c'était complètement dispersé. C'était à peine 100 000 hommes. Quand je vous donne que l'armée ukrainienne, c'est pratiquement 200 000, sans oublier les brigades territoriales, qui ont assuré une sacrée défense face à l'invasion, on se dit quand même qu'il y avait un certain mépris russe pour les Ukrainiens, on l'a dit largement depuis, et cette sous-évaluation de la capacité de résistance, cette sous-évaluation finalement même de la force militaire de l'Ukraine. Et c'est vrai qu'en 2014, l'armée ukrainienne n'avait pas été très brillante, c'est une réalité. Mais les Russes finalement ont eu un déficit de renseignements sur cette capacité ukrainienne à résister et à se battre. Et la dispersion de ces forces russes le montre parfaitement. C'est bien pour ça que hier, les Russes n'ont pas rempli leurs objectifs et que d'autre part, aujourd'hui, comme vous verrez dans la carte suivante, ils ont limité leurs ambitions, même si on ne sait pas trop quelles sont leurs ambitions. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, aujourd'hui, c'est une carte d'hier. Alors, c'est embêtant, c'est qu'on est toujours d'aller chez les Britanniques, enfin chez les Américains pour avoir des cartes. Chez nous, c'est très difficile à obtenir. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est les côtés en couleur. Donc, à partir de la mer Noire, en bas, vers le Donetsk, à droite, je dirais, de cette carte, c'est là où il y a tous les combats aujourd'hui. Je vais vous les montrer après. C'est les combats les plus durs, avec quand même 900 km de front, mais qui opposent quelques dizaines de milliers d'hommes de chaque côté. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, pensez à 14-18, à 39-45, il y a une faiblesse des effectifs et des moyens engagés, ce qui de part et d'autre, ce qui explique peut-être pourquoi personne n'arrive vraiment à gagner sur l'autre aujourd'hui. Et puis les combats se font surtout ici, aujourd'hui, dans le Donetsk, avec depuis 2 jours, effectivement, une offensive russe, avec la conquête d'un certain nombre de localités. Mais ces batailles, ce sont des batailles comme dans toute campagne militaire, autour de Bakhmout, notamment, mais pas uniquement. Ce sont des petites villes. Militairement parlant, ça n'a pas une grande signification. En revanche, c'est quand même pour montrer que l'armée russe a réussi à se reconstituer en partie, malgré les pertes, en hommes, en matériel, et qu'elle a repris l'initiative. Et tout le débat qu'on a depuis 15 jours sur de nombreux équipements supplémentaires pour l'Ukraine montre déjà que sous la pression, l'armée ukrainienne a besoin d'équipements nouveaux, simplement parce que en face, les Russes ont réussi à reprendre l'ascendant, malgré les difficultés, malgré du matériel peut-être pas très performant, malgré une conscription, on dit qu'elle n'est pas très acceptée, d'accord, mais ils sont là. L'armée russe ne s'est pas effondrée et elle reprend l'initiative. Donc, deuxième partie, qu'est-ce que font les Russes aujourd'hui ? Alors, 3 points, on va rappeler rapidement qu'est-ce qu'une guerre hybride, qu'est-ce qu'un conflit régional, et puis qu'est-ce que ça implique aujourd'hui au niveau mondial. Bon, simplement un peu de texte, la stratégie hybride, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les Russes. C'est surtout être capable d'attaques cyber, c'est 4500 attaques
aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, qui ont été en grande partie contrées, mais pas uniquement. Hein. C'est des mesures économiques de part et d'autre, c'est la désinformation, la déstabilisation, les manœuvres d'intimidation, on y reviendra un petit peu. Le nucléaire aujourd'hui est vraiment le fil rouge de ce conflit depuis le début. Hein. Quand on parle de nucléaire, n'importe quel d'entre nous frémit. On parle d'armes nucléaires et on a toujours en tête Hiroshima et on a toujours Nagasaki. Donc cette inquiétude, elle est là. Et dans la stratégie de désinformation et de communication, au moins des Russes, mais aussi un petit peu des Ukrainiens, qui n'hésitent pas à instrumentaliser le fait nucléaire. Je vous donne un exemple après. C'est effectivement c'est ce qui nous effraie aujourd'hui. Donc on est dans cette stratégie hybride qui n'est pas que la guerre militaire, c'est une guerre totale, avec tous les moyens, je dirais, de la modernité du XXIe siècle. N'oublions jamais qu'une guerre, ça sert à quoi? Ça sert à gagner. Le but, c'est de gagner. Voilà. Bon. Et puis, voilà, les gains. Alors, la question qu'on peut poser aujourd'hui, qu'est-ce que veut la Russie? Qu'est-ce que veut la Russie aujourd'hui? La question, c'est qu'avec Poutine, on ne sait pas très bien quel était son objectif initial. On en a déduit que c'était Kiev, que c'était faire tomber le gouvernement Zelensky et finalement de démembrer l'Ukraine. Mais on ne peut pas le prouver. Et vu qu'il n'a pas réussi militairement à prendre l'ascendant sur le terrain, il s'est rabattu apparemment uniquement sur ces 4 oblasts, ces 4, je dirais, départements, hein, je traduirais ça par département ou région, qu'il a annexé politiquement, puisqu'il en a fait une annexion de fait en disant que ça fait partie de la Russie. Ce qui fait un peu léger par rapport sans doute aux ambitions initiales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est gardé une liberté de manœuvre où il n'a pas vraiment affiché son résultat, à part de dénazifier l'Ukraine, parce qu'en fait c'est ça qui a été utilisé comme terme. On est plus dans la guerre idéologique que dans la guerre territoriale. Même si je pense que la guerre territoriale est bien derrière. Bon. Alors un exemple, Zaporijjia, on en a parlé tout à l'heure. Le cas de Zaporijjia est extrêmement intéressant. Centrale nucléaire civile, occupée très habilement par les militaires russes, ce qui leur permettait de tirer sur les Ukrainiens, et que les Ukrainiens ne puissent pas riposter, même si je pense qu'ils l'ont fait un petit peu quand même, sur la centrale nucléaire compte tenu des risques. C'est l'instrumentalisation de ce type de centrale, et juste pour mémoire, dans les conventions de Genève, depuis bien longtemps, il était prévu que les centrales nucléaires civiles ne devaient pas faire l'objet de tensions militaires, elles devaient être épargnées dans tous les conflits. Or là, on nous montre aujourd'hui qu'on peut parfaitement franchir le seuil du respect du droit international. Je vous dis, c'est écrit en toutes lettres dans les conventions de Genève, et les Russes l'ont fait, avec tout le discours qu'on a eu autour, pour essayer soit d'un côté de récupérer la centrale, soit pour la garder, mais vraiment une instrumentalisation, et indirectement instrumentalisation par le nucléaire, car quand on parle toujours du nucléaire, que ce soit du civil ou du militaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous effraie. Cette stratégie hybride aussi s'est appuyée sur toute la politique du gaz, et oléoduc et gazoduc. Quand vous voyez, oui, c'est à peu près visible, tous les gazoducs qui passent par cette région, sans oublier la dépendance notamment de l'Europe face au gaz russe, malgré d'ailleurs les mises en garde de l'Ukraine depuis bien longtemps. Hein. C'est vraiment aussi, on découvre que la mondialisation a apporté quelque chose d'assez grave, puisque au nom de l'économie, au nom d'une économie qui devrait nous assurer la paix par de multiples interdépendances, quand un dirigeant dit « non, non, je ne rentre plus là-dedans, et je suis même prêt à la guerre dans ce contexte », là on est coincé. C'est ce qui s'est passé en Europe. Et j'ajouterais en plus, quand on regarde la création de la dépendance au gaz russe par Vladimir Poutine depuis 2008, il suffit d'étudier les 2 gazoducs qui ont été construits, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, dont on a beaucoup parlé. J'attirerai votre attention que certes ils ont été sabotés, mais on ne sait toujours pas par qui. Toujours intéressant de le savoir, toujours des questions qu'on peut se poser. Mais que ces 2 gazoducs étaient un moyen justement d'éviter l'Ukraine en termes de transport du gaz, d'une part, d'éviter de lui payer des royalties, 2 milliards de dollars, et puis en même temps de s'assurer que notamment l'Allemagne serait toujours aussi dépendante du gaz russe, et comme on le constate encore aujourd'hui. Voilà. Autre point de cette stratégie hybride, c'est les compagnies privées Wagner. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions sur Wagner, mais bon, là je prends la carte de l'Afrique parce que bon, ils viennent encore de faire partir les Français, enfin ils essaient de faire partir les Français du Burkina Faso, mais rappelons quand même que les sociétés militaires privées, c'est une maladie du XXe siècle, au début du XXIe. Wagner n'est que finalement la compréhension par la Russie qu'une compagnie privée de mercenaires ou d'assistants militaires pouvait permettre de
de contourner le conflit étatique. Je m'explique que si vous prenez les Britanniques ou les Américains, c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, avec 50% des combattants qui étaient des privés. Et l'avantage, quand ce sont des privés, c'est que vous ne rendez pas compte à la nation des pertes. Vous n'avez pas droit à réparation pour ces gens-là. Ils sont payés peut-être très cher, mais il n'y a aucune visibilité sur les pertes. Wagner, c'est un peu ça aussi. Sauf qu'ils sont allés encore plus loin, avec les recrutements, notamment dans les prisons ou ailleurs. Mais les compagnies militaires privées, c'est peut-être une maladie du XXIe siècle. Les États les utilisent pour éviter d'aller en guerre, directement. Donc on utilise, stratégie hybride, d'autres moyens pour faire la guerre. Et Wagner en est exemple type, mais qui n'a fait que reprendre déjà des processus utilisés par les anglo-saxons, avec quand même une remarque, c'est que quand on parle de mercenaires, je rappellerai que l'ONU les interdit. Théoriquement, il n'y a pas de mercenariat. Il y a des sociétés militaires privées qui doivent répondre à des critères bien particuliers. Mais là, il y a un flou. Voilà. Mais dans tous les cas, Wagner fait partie de ces stratégies hybrides, comme on peut le constater pratiquement en permanence dans ce conflit. Et puis, les migrants, Loukachenko, simplement pour le citer, ça fait partie d'une méthode hybride. La pression qu'il y a eu il y a un an sur la Pologne, justement, pour faire passer des migrants pratiquement de force et voir si l'Union européenne était capable de résister à un flux de migrants, je dirais, poussé par les Biélorusses. Donc, l'Union européenne a réagi à peu près correctement, mais la Pologne, ce qu'elle a fait, puisqu'on parle beaucoup de la Pologne actuellement, pour elle, elle ne pouvait pas se fier aux grands principes de l'Union européenne pour lutter contre les migrants, vu la politique migratoire de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Pologne ? La Pologne a dit « je traite le problème tout seul », et elle a traité le problème tout seul. Elle a réussi à résister finalement à cette pression de quelques milliers de migrants. Mais c'était aussi poussé par les Biélorusses, Loukachenko, dont on a beaucoup parlé maintenant depuis quelques temps, mais c'était aussi la suite d'une opération qui a été menée par les Russes en 2015-2016 vers la Finlande. Donc vous voyez, toutes ces actions hybrides auxquelles nous, Européens, avec nos grands principes, on dit non, c'est pas possible, on a des règles, on les applique, et on voit qu'aujourd'hui, le XXIe siècle permet à un certain nombre d'États de contourner toutes ces règles pour finalement nous mettre en difficulté et sinon nous imposer des choix qui ne sont pas les nôtres. Voilà, bon, guerre de haute intensité, bon, je le rappelle simplement, j'ai juste pour rappeler en quoi ça consiste, parce que c'est notre problème d'aujourd'hui. C'est quoi la guerre haute intensité ? La guerre, c'est d'accepter les morts. C'est pas les 90 morts qu'on a eu en Afghanistan en 10 ans qui sont significatifs. Par contre, quand on voit les Ukrainiens qui ont 100 morts par jour, je vois mal une société comme la nôtre accepter 100 morts par jour, plus les 300 blessés qui vont avec. Et ça pendant des mois. Et ça, c'est ça la guerre haute intensité auquel nous nous préparons maintenant. C'est-à-dire accepter les morts, mais aussi le changement de l'économie. On découvre aujourd'hui, je vous ai parlé de mondialisation, mais on découvre aussi qu'on n'a plus de munitions, on n'a pas des véhicules performants, on n'a peut-être pas assez d'hommes. Quand vous voyez toutes les mobilisations, qu'elles soient du côté russe ou ukrainienne, vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette guerre de haute intensité est revenue et elle fait appel en Europe à l'engagement de toute une société pour faire la guerre. Alors, je ne prendrai pas que les Russes et les Ukrainiens, mais je dis pour nous, Français, il y a un enseignement. Ce n'est pas la suspension du service national qui va beaucoup nous aider à répondre à une telle menace, sauf qu'on a la chance, c'est qu'avant que la menace se concrétise, on a eu les Allemands qui auront subi déjà un certain nombre de choses avant, ou d'autres, donc finalement, on a un peu de temps pour réfléchir. L'OTAN. L'OTAN, on a beaucoup parlé. Oui, ça va être visible à peu près. Oui, bon, le bleu foncé, c'était d'origine. Le bleu ciel, avec les dates, c'est la progression de l'OTAN vers la Russie. C'est une réalité. Quand il y a 6 bases de l'OTAN en Roumanie, avec la mentalité russe, on peut comprendre que ça les a un peu agacés. C'est une réalité. Donc l'OTAN, oui, elle a progressé vers l'ouest, avec notamment une défense antimissile qui a été mise en place officiellement pour empêcher les missiles iraniens de taper l'Europe. Mais bon, c'est de ce côté-là qu'on les mettait. Donc vous voyez, toute une réflexion sur une alliance militaire défensive, certes, mais qui, dans le contexte russe, peut susciter quelques énervements. Et puis, rappelons quand même que l'OTAN a fait à peu près son travail, puisque, bon, juste pour montrer qu'on s'est déployé avec la force de réaction rapide de l'OTAN à l'Est, avec quelques dizaines de milliers d'hommes, mais finalement assez échantillonnaire, quelques centaines d'hommes par pays, avec un peu de blindés. C'est surtout les Américains, finalement, qui ont apporté la plus grosse contrepartie, la plus grosse partie de l'intervention, pour justement dissuader toute attaque russe vers l'OTAN. Et donc assurer, bien entendu, la protection des États membres.
Et puis, troisième point, la crainte de l'élargissement mondial du conflit. Les éléments que je vous ai présentés avant me laissent quand même supposer, c'est mon avis personnel bien entendu, qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de conflits qui n'ont rien à voir directement avec l'Ukraine, qui se mettent en place pour disperser notre puissance et nos forces et nous mettre dans une telle situation qu'on ne puisse pas intervenir directement ou je dirais efficacement en Ukraine. Je m'explique, vous avez l'Afrique que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une source de déstabilisation importante, notamment au moins contre les Français, parce que nous sommes des gendarmes de l'Afrique, au moins dans l'Afrique francophone, hein, donc on a un petit souci. Ensuite, vous avez le Moyen-Orient, Iran, Israël, qui est toujours présent. Quand vous voyez la position des Russes, et puis la Syrie, bien entendu, les Russes et les Iraniens sont très proches. Et vous avez le nucléaire, qui est en place. Et puis, vous avez la question de Taïwan, dont on a beaucoup parlé à un moment donné, et de la Chine, qui est un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de conflits périphériques qui pourraient distraire nos capacités et nous empêcher de répondre à la menace européenne, et surtout empêcher les Américains, finalement, d'intervenir, parce que sans les Américains, nous ne serions pas capables aujourd'hui de remplir la mission en Europe de protection de nos pays. Sauf au niveau national, bien entendu, mais au niveau collectif. Voilà. Donc le nucléaire, ça m'a pour rappeler, puisque j'en ai beaucoup parlé, il y a quand même de l'armement nucléaire qui circule, il y en a quand même beaucoup, et que tout le discours qu'on entend, ce fil rouge sur le nucléaire qu'on a depuis le mois de février, est quand même très inquiétant, même si globalement on peut supposer que du côté russe, qui est les seuls concernés, c'est peu vraisemblable. Mais si vous reprenez la doctrine russe de 2020, la première qui a été rendue officielle, donc c'est bien la dissuasion, comme chez nous, mais en cas de menace existentielle, l'arme nucléaire peut être utilisée. Donc qu'est-ce qu'une menace existentielle ? Une menace existentielle, théoriquement, mais c'est dans l'absolu, c'est si son territoire est totalement menacé. Et je reviens sur la Crimée. Si la Crimée est russe, et c'est pour ça que des armes nucléaires ont été déployées par les Russes en Crimée, la Crimée peut devenir, si elle était sous la menace d'une reconquête par l'Ukraine, une raison pour dire c'est une menace existentielle et je ne vais pas le permettre. Sachant que d'un autre côté, les Américains ont bien dit aux Russes, il y a 2 mois, si jamais vous utilisez une arme nucléaire, nos représailles non nucléaires seront telles que vous ne vous en remettrez pas. Donc, il y a un jeu de pouvoir, et on sait que les Américains ont les capacités de faire mal à la Russie. Mais je reviens à ma remarque sur la crainte d'un élargissement mondial du conflit. C'est-à-dire que là, oui, on peut avoir un seuil qui s'élève, et donc un conflit qui peut-être pas mondial, mais qui peut nettement nous mettre en difficulté. Voilà, troisième partie, rapidement, quelques enseignements économiques. On a découvert qu'on était finalement dépendant, que le gaz, le blé, un certain nombre aussi de matières premières. Ensuite, au niveau politique, on voit bien qu'on n'était pas en mesure de faire face d'une manière collective et efficace. On parlera sans doute des chars tout à l'heure à un moment donné. Quand on voit ce qui se passe avec l'Allemagne, on peut se poser comme quelques questions. Donc sur l'engagement européen collectif pour assurer sa politique étrangère. Et puis au niveau militaire, je persiste ici en disant que si nos forces armées collectives avaient été suffisamment puissantes, elles auraient été dissuasives et il y avait des mesures qu'on pouvait prendre vis-à-vis de l'Ukraine bien avant, à condition qu'on ait vraiment une politique étrangère commune d'une part et que d'autre part, on ait les moyens militaires de monter notre détermination. Or, le choix depuis 40 ans, c'est justement de ne pas avoir fait de choix militaire. Or, le choix militaire, malheureusement, reste encore une solution pour dissuader de toute agression. L'Europe, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il faut assurer la sécurité à nos frontières. On voit bien que notre sécurité à notre frontière, on a mis des mois à projeter nos forces otaniennes à l'Est. Elles n'étaient pas disponibles, même s'il y avait des forces en alerte. Et c'est quoi ? C'est 20 000 hommes. Pour une armée que je vais montrer tout à l'heure d'1,4 million. Donc on peut se poser la question sur cette réalité de l'Europe de la défense pour assurer nos frontières. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se poser la question de l'Europe des puissances ou Europe puissance. On voit bien que l'Europe puissance n'existe pas vraiment. Et que par contre l'Europe des puissances, ça va être des États qui vont être capables de porter les autres, de les amener. Et la France joue son rôle. La Grande-Bretagne aussi, mais dans le cas de l'OTAN, pas dans le cas de l'Union européenne, c'est les 2 seules armées vraiment sérieuses aujourd'hui, parce qu'on a fait l'effort d'avoir au moins un minimum pour imposer
notre volonté, mais aussi parce que on tire les autres. Et rappelez-vous le président Macron qui évoquait quand même la mort cérébrale de l'OTAN et qui du coup aujourd'hui est de souveraineté européenne. Ce sont des termes importants qui ne sont pas anodins. C'est la seule solution pour nous de survivre demain. Alors un dernier point, oui, l'ONU, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors c'est vrai, c'est une question, je n'ai pas de réponse. Est-ce que l'ONU n'est pas en fin de vie? Parce que vous avez un Conseil de sécurité des Nations Unies avec 5 membres permanents, dont les Russes. Donc, veto. Donc, toute décision collective est bloquée par un seul. Alors, est-ce que l'ONU, il faut la réformer? Et comme ce n'est pas vraiment prévu dans les textes, on ne sait pas comment faire. Donc, on vit avec un statu quo. Ce qui veut dire, à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure pour d'autres questions, le droit va être contourné à un moment donné. Parce que ce qui a été instauré depuis 1945 ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Ça a changé. Donc, il va falloir prendre en compte ce changement et donc apporter les éléments qui nous permettent finalement d'assurer cette paix mondiale, éventuellement, même si c'est un terme un peu fort, mais assurer des relations internationales peut-être apaisées, hein, parce qu'il y aura des moyens de contrôle et de pression, et vous verrez, comme je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, les sanctions économiques, ça n'a pas vraiment marché sur la Russie. Hein. Il suffit de prendre tous les spécialistes du domaine, malgré ce qu'on peut nous dire, non, la Russie a encore une économie qui fonctionne, peut-être moins bien, mais elle fonctionne, à la surprise de tout le monde. Donc les sanctions économiques ne sont pas la solution très souvent prônée par les Européens, mais ce ne sont pas des sanctions qui marchent. D'ailleurs, pensez à l'Irak. Pendant 15 ans, 20 ans, on les a mis sous pression. Pensez à l'Iran. On a mis pendant 15 ans, 20 ans sous pression. Ben non, ils continuent à fonctionner. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Alors quelques questions que je vous pose. Alors d'abord, est-ce que les démocraties ont été résilientes moralement face à ce conflit? Je dirais que finalement, les gouvernants se sont assez bien comportés et les sociétés civiles se sont bien comportées. Il est certain que dans mon cas, j'estime peut-être que les sociétés civiles, par le jeu des associations, ont sans doute compensé une partie de la prudence des États, parce que les États ne voulaient pas se mettre en guerre, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, et que finalement cette assistance s'est faite par le tissu associatif, avec peut-être, alors là je sais pas, il y a un article qui est sorti en disant que comme des ONG achètent de l'équipement militaire, alors là ça commence à m'embêter un petit peu, parce qu'il y a un mélange des genres, mais bon, globalement les démocraties ont soutenu l'Ukraine sans aucun état d'âme. Est-ce que nous on est capable de s'opposer militairement à une menace militaire? Non. Donc la réponse est claire, je n'irai pas plus loin, j'en ai dit suffisamment précédemment. Est-ce qu'on est capable d'avoir une autonomie de décision en limitant nos vulnérabilités économiques? Je pense que je vous ai parlé de mondialisation, et on a déjà vu ça avec la Covid, parce que finalement Covid et Ukraine, ce sont deux crises peut-être différentes, mais qui ont beaucoup de similitudes, où on a vu toutes les dépendances qu'on s'était construites pour des raisons financières et économiques. Or, qu'est-ce que la souveraineté, sinon notre capacité de décider, donc de ne pas être dépendant. Alors, on ne peut pas être indépendant sur tout, mais il faut faire un choix. Là, on peut le tolérer, là, on peut le refuser, et là, on ne veut pas être dépendant, on veut accepter la dépendance. On voit bien que les matières premières, on est un peu coincé, mais néanmoins, on voit bien que cette notion de démondialisation devient une nécessité parce que, dans un autre contexte, parce que je suis obligé d'intégrer ce conflit quand même aussi dans la transition écologique, la transition énergétique. Tout ça, ça fait partie de la réflexion. Hein, tout est lié. Hein. Donc, il faut se poser la question, quelle est l'autonomie de décision qu'on veut s'accorder pour régler les différends au niveau interétatique. Et puis, rappeler que les États n'ont pas d'amis, comme a dit le général de Gaulle, mais seulement des intérêts. Et les stratégies anglo-saxonnes ou allemandes l'ont bien montré. Il n'y a que des intérêts. Et il faut arrêter de sortir la grande coopération peut-être franco-allemande, comme aujourd'hui, ou l'Europe avant tout. Le résultat, ce n'est pas vrai. Tous les jours, dans un conflit, on voit bien que ce ne sont que les intérêts nationaux qui nous gouvernent. Et De Gaulle avait raison. Et puis, quels enseignements de cette guerre pour nos démocraties, bien qu'elle ne soit pas achevée? Je dirais, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que notre société se réarme moralement. Elle se réarme moralement, ça veut dire qu'elle accepte qu'à un moment donné, il faut faire la guerre. Alors la guerre n'est pas forcément uniquement militaire, mais ça veut dire qu'elle doit penser à sa sécurité de demain, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans le monde en général, et pas uniquement en Ukraine, vous voyez bien que le monde devient de plus en plus difficile, de plus en plus instable, avec des règles qui ne sont plus respectées,
au final, si on n'anticipe pas finalement une dégradation des relations internationales, on pourrait être de nouveaux vassaux de je ne sais pas quel État en fonction de différents critères. Voilà, brièvement ma conclusion. Merci. Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou.